13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Jules Torres et Nathan Dever. Et on va parler de cette fin de vie. C'est un sujet qui évidemment fait beaucoup parler. Le Premier ministre veut scinder le projet de loi en deux, développer d'un côté les soins palliatifs et de l'autre l'aide active à mourir. Une décision qui divise et qui fait beaucoup réagir. Mais avant, c'est une bonne nouvelle pour Claire Fourcade. Elle est médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et auteure du journal de la fin de vie, publié chez Fayard aujourd'hui. Et elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Ça fait depuis 2 ans maintenant qu'un très grand nombre de soignants concernés par la question de la fin de vie demandent la division de ce projet de loi. Parce qu'il y a une partie soins, les soins palliatifs. Depuis 25 ans, la loi française promet à tous un accès aux soins palliatifs. Et aujourd'hui, c'est seulement la moitié des patients qui en auraient besoin qui ont accès. Ça veut dire que tous les jours, en France, il y a 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin. C'est un scandale et ça peut changer. Et donc, ce point-là fait l'unanimité. Et puis, on a besoin d'avancer. La question de l'euthanasie et du suicide assisté, qui est un sujet beaucoup plus clivant et beaucoup plus difficile, on voit qu'actuellement, elle freine la question des soins palliatifs, puisqu'on n'avance pas là. Ça fait 2 ans que moi, j'entends tous les hommes politiques dire c'est la priorité, c'est ça qu'on va faire, et rien ne change. Donc maintenant, faisons changer les choses. Voilà, le projet de fin de vie scindé en deux, c'est une bonne idée, selon vous, Jules Torres ? En tout cas, c'est une belle avancée, puisque comme Claire Fourcade l'a très bien dit, ça fait 2 ans qu'on en entend parler de ce projet de loi ou de cette proposition de loi fin de vie, qui est le souhait non seulement d'Emmanuel Macron, mais qui est aussi le souhait, on le sait, de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et le problème, c'est que c'est un sujet... Qui s'est opposé d'ailleurs à cette scission. Absolument, et c'est un sujet éminemment complexe. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de logique partisane dans cette loi fin de vie. Il faut regarder les réactions, par exemple, du député communiste Pierre Dharréville, qui est fermement opposé à ce texte-là. On voit bien dans la majorité présidentielle que c'est quasiment 50-50, que au Rassemblement national aussi, par exemple, il y a des points de crispation, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose ça n'appartient pas à une doctrine politique. Mais le fait de le scinder en deux, en dissociant les soins palliatifs, les soins d'accompagnement de l'aide active à mourir, est-ce que c'est pas finalement la solution pour servir ces deux camps ? C'est un peu du en même temps. Vous avez raison, mais c'est pas du en même temps partisan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très attachés, sans doute parce qu'ils ont eu une vie qui les a amenés à cette question-là, et du coup, ça leur a permis de trancher. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais été confronté à cela, donc c'est plus sur des convictions philosophico-religieuses. Mais on ne peut pas ne pas aller sur cette question des soins palliatifs qui est très importante, et comme Claire Fourcade l'a rappelé, qui est trop peu développée. Il y a eu plusieurs plans sur les soins palliatifs, mais aujourd'hui, elle disait que la moitié des personnes qui décédaient et qui auraient besoin des soins palliatifs n'y ont pas accès, et il y a un rapport parlementaire qui disait que c'était même un tiers. Donc on voit très bien que ce n'est pas assez important, ce n'est pas assez développé, et surtout vraiment la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vu la majorité que nous avons à l'Assemblée nationale, les débats très crispés, est-ce que le sujet de la fin de vie, l'euthanasie et le suicide assisté est important, est à mettre au-dessus du panier, sur le haut de la pile du travail législatif que nous avons. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Claire Fourcade qui dit, Nathan Dever, dans une société fracassée, c'est quand même incroyable que la seule chose sur laquelle on pourrait se mettre d'accord, ce serait d'organiser la mort. C'est fort. Oui, mais moi je pense que c'est une question quand même centrale. Et que, en effet, comme vous l'avez dit, on peut pas la réduire à des appartenances partisanes, à des chapelles, à des dogmatismes, et que là, en fait, on va demander aux politiques de penser, de questionner chacun avec sa conscience. Ce débat, il peut être, entre guillemets, mis en péril par 2 choses. La première chose, c'est que personne, ou presque personne, ne s'exprime de façon neutre sur ce sujet, dans la mesure où, quand même, la plupart des gens... Je pense que mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens ont été confrontés à ces questions de manière incarnée, de manière charnelle et de manière naturellement toujours tragique, puisqu'il s'agit de proches, plus ou moins proches, mais qu'on a pu voir confrontés à cette perspective-là. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a derrière une question philosophique, en effet civilisationnelle, extrêmement profonde. Certains, Michel Houellebecq, notamment sur l'aide active à mourir, parlait selon lui d'une sorte de suicide civilisationnel, une civilisation, disait-il, je le cite quasiment littéralement, qui ne mérite plus d'exister à partir du moment où elle dispense la mort. Et d'autres estiment, je fais plutôt partie de cette vision-là, que la mort ne doit pas seulement
être un événement qui doit être subi. Et qu'il y avait précisément toute une sorte de sagesse romaine, dans plusieurs courants philosophiques, chez les stoïciens par exemple, qui estimaient que la mort, dès lors que c'est un événement qu'on conçoit comme faisant partie de la vie, comme représentant aussi, en un certain sens, la vie, eh bien qu'on pouvait estimer que ça devait être un événement qui devait être vécu avec, alors je vais dire un mot qui peut un peu crisper le débat, mais entre guillemets, certains parlent de dignité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, qui doit être vécu, qui doit être et pas seulement qui doit être subi. Et donc, je crois que cette logique-là n'est pas du tout une sorte d'infraction au serment d'Hippocrate et qu'il s'agit absolument pas de demander aux médecins d'assassiner entre guillemets leurs patients. Malheureusement. On va réécouter Claire Fourcade justement qui publie, je le rappelle aujourd'hui, Journal de la fin de vie aux éditions Fayard. Elle nous explique finalement que la loi Leonetti n'était pas si mal faite et que nous n'avons pas besoin forcément d'une autre loi, mais qu'il faut des moyens et rapidement pour les soins palliatifs. Écoutez. On n'a absolument pas besoin d'une loi supplémentaire. Par contre, on a besoin de moyens pour que tous les patients aient accès. Expliquez-nous, Claire Fourcade, expliquez à nos auditeurs et téléspectateurs pourquoi on n'arrive pas à rendre effective la généralisation des soins palliatifs sur tout le territoire. Parce qu'on ne soigne pas avec des lois. On soigne avec de l'argent, un peu, mais surtout avec des gens. Et on a besoin de soutenir les soignants, de les accompagner. Et les soins palliatifs, plus que partout ailleurs dans le soin, c'est une médecine qui a besoin d'avoir du sens. Voilà, une médecine qui ait du sens. Éthiquement, c'est vrai que ça. Il y a quand même 800 000 soignants qui, sous l'égide notamment de Claire Fourcade, ont interpellé le président de la République sur cette question-là. Moi, je parle pas là de 3-4 soignants, on parle de 800 000 soignants qui les ont alertés, notamment après qui ne veulent pas prendre la décision de donner la mort, qui sont forcément concernés. Il y a déjà ça, et puis surtout, on a vu la dangerosité des dérives qui pourraient possiblement être celles d'une telle loi. Quand on a vu la commission à l'Assemblée nationale qui a enlevé tous les garde-fous sur le fait que est-ce qu'on était dans un... Avant la dissolution, exactement, avant la dissolution, est-ce qu'on était dans un cas grave ou non? Est-ce que on peut décider avant? Est-ce que est-ce que un proche, plus ou moins proche, peut décider de votre mort? Enfin, c'est des questions qui sont quand même très importantes. Et moi, je vous parle de ça en tant que quelqu'un justement très neutre. J'ai jamais été confronté à cela, mais je vois quand même beaucoup de points rouges qui m'alertent sur la question de la dignité humaine, sur le fait que possiblement, moi je vois très bien des personnes âgées qui ne veulent pas devenir le fardeau de leur famille, et on aurait une situation donc très simple. Je ne veux pas devenir le fardeau de ma famille, et donc j'active cette aide ce suicide assisté. Moi, pardon, mais je veux pas du tout vivre dans cette société-là. Sur la vie, il y a aussi un rapport. Je sais que les gens sont de moins en moins croyants, mais il y a un droit de vie. C'est Dieu qui a décidé de la vie. Il y a la volonté libre. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets qui englobent ce sujet de la fin de vie et du suicide assisté qu'on devrait mettre sur la table si on veut vraiment avoir un débat solide. Mais je veux vraiment dire que attention. Les garde-fous, c'est très important. Les garde-fous, il y avait l'aide à mourir donc pour des patients majeurs, capables de discernement plein et entier, atteints d'une maladie incurable et avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Et ça, ils l'ont supprimé en commission. Oui, c'est ça. Donc ça risque de revenir. Ça paraît impensable autrement. Exactement. Sur ces garde-fous, sur ces cadres, il me semble très important. Ça veut dire, il s'agit absolument pas, et vous avez totalement raison, de proches qui pourraient décider à la place d'un malade, ou de quelqu'un qui pourrait le faire sans discernement, ou, pour prendre un exemple un peu caricatural, vous savez, de ce chapitre dans La carte et le territoire, où Michel Houellebecq décrit, le narrateur, à son père qui va en Suisse dans une clinique pour se faire, entre guillemets, suicider dans une logique un peu glaciale. Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit, encore une fois, de dire que quand un individu, avec son discernement, a une maladie incurable, que de toutes les manières, il sait que c'est cette échéance qui l'attend, qu'il puisse avoir le choix de savoir la manière dont il a envie. En l'occurrence, c'est pas le bon mot, le mot d'envie, et le vocabulaire est très complexe, justement. mais dont il décide stopper les souffrances qui sont abominables, de vouloir vivre cet événement qu'est sa mort. Alors ensuite, qu'il y ait certaines personnes qui estiment, par exemple pour des raisons religieuses, que je ne suis pas dépositaire de mon corps, que Dieu ne m'autorise pas à pouvoir décider de cela. Rien ne les contraint, si vous voulez, à choisir l'aide active à mourir. Il s'agit là, encore une fois, de la liberté de le faire. Et je crois que c'est au contraire
un progrès civilisationnel que d'inclure la possibilité que ça soit fait. Et je renvoie encore à l'exemple de Rome. La grandeur de Rome, c'était précisément d'avoir compris que la mort n'était pas seulement un événement subi, mais un événement qui avait un sens. Mais les Romains, souvent, ils se suicidaient, d'ailleurs. Il y avait un taux de... Oui, bien sûr, c'était pas les mêmes, c'était pas les mêmes rites, Voilà. c'était pas les mêmes pratiques, la culture n'était pas la même. Mais la vision de la mort était aussi différente. C'était un événement qu'on vivait debout, qu'on vivait en face, et qu'on vivait en estimant que quelque part, il résumait, ou il ressemblait, ou il figurait toute la biographie qu'on avait pu avoir jusqu'alors. C'est aussi Montaigne. Là, on parle de l'intervention d'un tiers. Voilà. Et c'est comme les Asiatiques qui se font nuance, elle est là. C'est eux-mêmes qui le font. Tout seul, quoi. Et c'est ça qui dérange foncièrement les soignants, les 800 000 soignants dont j'ai parlé. C'est le serment d'Hippocrate, c'est ne pas nuire. Et comment on pourrait ne pas nuire en décidant d'injecter quasiment unilatéralement de déposséder quelqu'un de sa vie. Les garde-fous dont on parlait, vous avez raison, c'est la suppression du pronostic vital engagé ou pas. Donc c'est-à-dire que là, on parle pas de personnalité, de personnes qui décideraient d'eux-mêmes. Ce serait un tiers. Donc vraiment, il faut vraiment se rendre compte de la dérive que l'on va pouvoir connaître. Et moi, pour avoir discuté avec beaucoup de députés, il y a même des ministres qui, lors de l'examen de cette commission, j'en ai 2 en tête, je vous donnerai pas leur nom évidemment, mais 2 ministres qui ont changé d'avis sur cette question-là au cours des débats. Après la commission, parce qu'ils se sont rendus compte des dérives immenses qui pouvaient avoir lieu avec ces lois-là. C'est vraiment quelque chose où il faut faire vraiment très 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 attention. Bien sûr, mais si on enlevait, si on rapidement, on se protégeait de ces dérives. Bah oui, mais bon courage sur le législatif. Dans le cadre de ce débat, on a vu quand même émerger un certain nombre de témoignages directs de gens qui ont été médiatisés, qui souffraient eux-mêmes de maladies incurables et qui expliquaient que eux-mêmes, en conscience, sans être, si vous voulez, dépendants de qui que ce soit, si c'était possible, si c'était légal, appelaient à ce qu'ils puissent recevoir en quelque sorte une aide active à mourir. Dans ces cas-là, vous voyez, je vois mal au nom de quel argument philosophique on peut estimer qu'on va le leur refuser. Voilà, effectivement, 2 théories, ces clivages qui sont très présents et très vifs. Et on continuera à en parler évidemment sur Europe 1 ce soir avec Pierre de Villeneuve. En attendant, on va changer de sujet. On va parler de ce budget, de taxer les retraités. Cacophonie au gouvernement, puisqu'après les annonces hier de la ministre du Travail qui souhaitait donc taxer les retraités, eh bien aujourd'hui, la porte-parole du gouvernement dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. On va en parler tout de suite. Il est 13h43, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.